Cette semaine au Libre Podcast, Jérôme Blanchet-Gravel et moi-même sommes à Buenos Aires, en Argentine, afin de constater en direct la révolution Milei. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média. Je suis votre animateur Francis Denis en compagnie pour cet épisode spécial en direct de Buenos Aires. Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour Francis. Alors, c'est une joie de nous retrouver ici même depuis 4 jours à Buenos Aires puisque nous sommes ici pour réaliser un documentaire, des séries d'articles sur la révolution Milei. Parle-nous d'abord comment est venue l'idée de venir ici, en Argentine. Pourquoi d'abord peut-être t'intéresses-tu au personnage de Milei et parle-nous des raisons de ta présence, de notre présence ici. Ben écoute, c'est un personnage qui fascine le public occidental, à droite en particulier. Hein. Il y a beaucoup de gens, finalement, en Europe, en Amérique du Nord, qui rêvent un peu d'avoir un Milei pour réduire d'abord la taille de l'État. On sait que c'est un gros problème actuellement, en particulier au Québec. Donc, c'est un personnage qui fascine et qui me fascine aussi, moi, personnellement. Ça fait plusieurs années, je vous le cacherai pas, que je veux venir ici, en Argentine. J'avais toujours trouvé que c'était un petit peu loin. Finalement, on s'est lancé. Et bon, on ne le cachera pas non plus au public. On a quand même certaines connexions ici assez fortes. Donc, on est ici pour dresser le portrait, mais le portrait de la situation, mais pas un portrait non plus complaisant. On veut vraiment comprendre le phénomène Milei sans partisanerie. Là. C'est-à-dire, bon, il y a des gens qui vont dire, vous l'appuyez, oui et non. Là. C'est-à-dire, c'est quelqu'un quand même qu'on est capable de critiquer. On l'a fait déjà sur le site en version presse écrite. Donc, on est venu vraiment, c'est ça, saisir sur le terrain le pouls et donner la parole au public argentin, mais à des experts, à des économistes. Il y a un volet économique à notre travail. Donc, c'est quoi l'inflation là, en Argentine? Est-ce que c'est possible que ça arrive ailleurs, finalement, cette situation-là? Parce que justement, c'est une des intuitions d'une entrevue que tu avais fait avec notre Frédéric Têtu, où est-ce qu'il lui aussi avait une certaine fascination par l'élection, cet événement de l'élection de Milei ici. Et une des choses qu'il avait dit, il parlait de l'inflation, une chose qu'on vit, qu'on revit au Canada depuis, disons, l'imprimage d'argent qui a eu lieu durant la COVID et plus tard encore. Lui, Frédéric Têtu, entrevue qui est toujours disponible dans les grandes entrevues sur la chaîne YouTube de Libre Média, il disait qu'on se sentait un peu au Canada immunisé contre les extravagances gouvernementales qui pouvaient avoir lieu dans ce qu'on a éventuellement appelé par le terme générique qui est un peu vulgaire de république de bananes pour manifester un peu ce manque de sérieux dans la gouvernance des pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud et tout ça. Et donc, on se sentait un peu immunisé parce qu'on avait l'impression que nos pays, dont le Canada, étaient, disons, sérieux, à l'abri, parce que nos gouvernements, on a une banque centrale et c'est des gens compétents qui sont là et tout ça. Pour Frédéric Têtu, lui, non, il est absolument pas. On n'est pas immunisé et on peut y arriver et ça peut arriver plus vite qu'on pense. Donc, c'est peut-être un voyage vers le futur qu'on fait ici en Argentine, au sens où eux sont passés par des épisodes d'hyperinflation et ils sont peut-être en train d'en revenir alors que nous y entrons. Donc, c'est peut-être un peu la dynamique du reportage. Mais Jérôme, parle-nous d'abord peut-être des différents intervenants parce que depuis notre arrivée il y a quelques jours, on a rencontré beaucoup de personnes, des économistes, des journalistes et tout. Parle-nous, allons-y dans l'ordre, si tu le permets. Là. Parle-nous un peu de certaines des personnes que tu as pu rencontrer jusqu'à présent. Oui, je commence par dire que Libre Média est probablement le premier média francophone à s'être intéressé au phénomène Milei. C'est-à-dire, avant même le second tour qui l'a porté à la présidence argentine, Libre Média,
on avait un intérêt. On était le premier média francophone à s'intéresser, avant même son élection comme président, parce qu'on s'est intéressé au personnage au premier tour et un peu même avant le premier tour. On a vraiment suivi l'émergence. Sans m'attarder, on a fait un bon travail là-dessus. Donc, c'est peut-être en lisant un article de Libre Média que Frédéric Têtu t'a attiré l'attention sur ce personnage. Ah oui, puis cette entrevue-là est encore très d'actualité, est bonne, celle avec Fred Têtu, comme on le surnomme à Radio X. Et oui, le Canada, effectivement, c'est quelque chose que je répète assez souvent, se croit à l'abri de l'histoire, pense qu'il ne peut rien arriver de grave. On a un caractère insulaire au Canada, hein, c'est-à-dire qu'on se croit séparé finalement du continent, puis nous, ça ne nous arrivera pas, etc. Insulaire est souvent même protégé par nos voisins américains. Donc, et peut-être que ça, c'est le premier rempart qui vient de s'écrouler là, d'une certaine façon. Donc, ça va peut-être accélérer le processus argentin au Canada. C'est un avertissement. L'Argentine est un avertissement. Et c'est quelque chose que je demande justement souvent à nos intervenants ici. Avez-vous un message pour les Canadiens, pour les Occidentaux qui justement pensent que leur statut de grande puissance, ou en tout cas d'ex-grande puissance. Bon, le Canada n'a jamais été une grande puissance, là, mais vous comprenez, hein, cette espèce de conviction que les pays riches, finalement, eux, ne pourraient jamais connaître ces phénomènes inflationnistes. Donc, on a plusieurs rendez-vous. On pourrait dire qu'on est overbooké ici à Buenos Aires. Mais écoute, on a commencé quand même par une entrevue avec le député Santiago Santorio du parti de Milei. On a fait une entrevue quand même à la Chambre des députés, finalement, dans le bureau de M. Santorio, qui nous a expliqué vraiment la démarche du parti de la Libertad Avanza. Donc, comment eux mènent ce qu'ils appellent la bataille culturelle, etc. Donc, quand même, une très bonne entrevue. Je ne nommerai pas tous parce qu'on va quand même garder un peu de surprise pour le documentaire, mais on a eu quand même, parmi tous les intervenants, l'économiste Alberto Benegas Lynch, qui est considéré comme le mentor économique de Javier Milei. C'est quand même toute une prise, là, on peut le dire. C'est un économiste réputé. Et, bon, pour l'anecdote, Javier Milei a un portrait de M. Lynch, Benegas Lynch, dans son bureau à la Maison Rose, à la Casa Rosada. C'est l'équivalent de la Maison Blanche, mais c'est la Maison Rose ici, à Buenos Aires. Donc, on a réussi à avoir M. Lynch, qui nous a expliqué lui aussi sa démarche, sa philosophie politique, sa philosophie économique et comment l'Argentine de Milei est confrontée à des forces qui résistent. Il y a quand même beaucoup une force d'inertie, c'est-à-dire le statu quo est quand même assez fort. Il se défend, le statu quo, finalement. Donc, les changements économiques sont confrontés, c'est ça, à une des forces de résistance, les syndicats. Mais souvent, ce qu'on cite souvent, c'est drôle, mais ce sont les impresarios, les dirigeants des grandes entreprises qui, eux, ce serait ça fait plusieurs fois qu'on nous le dit, hein, finalement, c'est ceux qui résistent à Milei, ce sont finalement les capitalistes que Milei serait censé défendre. Donc, on parle vraiment d'un corporatisme, un capitalisme d'État, c'est-à-dire, au Québec, ce seraient les entreprises subventionnées, finalement, qui se mettraient à défendre le gouvernement Legault, là, si on fait un parallèle. Donc, vous voyez, c'est quand même drôle. On accuse Milei d'être contre les pauvres, parce que, bon, il suspend des programmes sociaux parce qu'il a réduit beaucoup les dépenses d'État. Je pense que c'est 25 déjà, qu'il a réduit de 25 les dépenses publiques en 2 ans. Là, c'est énorme. Mais c'est ça, on est ici justement pour aller au-delà des discours convenus, là, c'est-à-dire quand on se fait dire ceux qui résistent à Milei, ce sont finalement des ultra-riches. Là. C'est quand même drôle. Ça, c'est très intéressant. Donc, c'est un peu le copinage entre l'État subventionnaire qui subventionne, oui, les services publics, mais aussi l'économie et qui, pour le faire et pour continuer, a créé, justement, un système où est-ce que finalement c'est les amis du parti. Donc, un autre mot qu'on entend ici énormément, c'est celui de corruption. Donc, peut-être que c'est ce lien-là entre les dirigeants d'entreprise et les amis du parti qui font en sorte que ce mot-là revient assez souvent. Comment est-ce que tu vois un peu l'atmosphère, là, juste depuis ton arrivée? Parle-nous de tes impressions de Buenos Aires. Tu as visité plusieurs villes d'Amérique latine. Tu as vécu à Mexico et tout ça, donc tu as un point de comparaison. Comment est-ce que tu la décrirais là, jusqu'à maintenant là, sur le vif comme ça? Ben écoute, ça vaut le coup. Buenos Aires, c'est une ville exceptionnelle. Moi,
je trouve que c'est un peu entre Mexico et Paris. C'est-à-dire, il y a une avenue, c'est fascinant. On est passé là, bon, pour prendre des images, on est carrément transposé à Paris. C'est absolument incroyable. Et j'étais à Paris récemment. Donc, c'est vraiment fort, là. On est à Paris. Más o menos, plus ou moins, là. Après, bon, c'est l'Amérique latine. Donc les prétentions européennes de Buenos Aires sont fondées. Mais plus on s'éloigne quand même du centre, plus ça reste l'Amérique latine. Donc, on est en Amérique latine, hein, donc on n'y échappe pas. Puis moi, de toute façon, j'aime l'Amérique latine. Là. C'est pas comme si je voulais fuir l'esprit latino-américain. C'est une ville forte. Il y a 2 pôles, honnêtement, en Amérique latine. Il y a Mexico puis il y a Buenos Aires. Et pour avoir fait Bogota et des trucs comme ça, des villes comme ça, je pense qu'on vient... c'est ça, il y a 2 pôles majeurs, qui sont aussi les centres de diffusion, par exemple, des maisons d'édition, etc. Les Brésiliens, Sao Paulo, ils ne seraient pas contents de t'entendre. Oui, je l'écarte. Il est Sao Paulo, bien sûr, mais c'est le monde lusophone, donc c'est un peu différent. Mais c'est un pôle majeur, donc on est très, très content d'être ici. Et ça vaut les 12 heures d'avion. Puis on sent quand même, écoute, une ville... Parle-nous de l'énergie, là. Est-ce que si la jeunesse est présente? Tu parles souvent du Québec comme étant une société chalet, où est-ce que les gens sortent pas? Il y a une espèce de quotidien qui est comme un abysse qui englobe tout, là. Comment tu sens là, l'atmosphère? Ça bouge, tout ça? Là? Y a-t-il une culture? Ça grouille, écoute, on l'a vu, tu l'as vu aussi, Francis. C'est une ville qui grouille, qui vit. C'est une ville aussi qui est plus jeune, forcément, que les villes nord-américaines, en tout cas les villes québécoises. Donc, il y a toujours ça quand même. Hein? C'est le vieillissement de la population en Occident est très fort et c'est par contraste qu'on le réalise encore plus, là. Donc, non, ça grouille énormément. C'est une ville très dense, extrêmement dense, concentrée. On n'est pas tout à fait dans l'étalement urbain à la banlieue. Après, on n'a pas encore fait la périphérie. Mais non, c'est une ville très forte, avec un caractère et une identité très forte. Ouais. Toi, tu peux nous en parler parce que un des commentaires que tu as fait, c'est que toi qui connais l'Italie, tu dis il y a des airs aussi italiens. Moi, je dis centre Mexico et Paris, mais tu dis, toi, tu reconnais l'Italie finalement que tu connais. Hein? Oui, c'est surtout dans l'architecture parce que bien sûr, les gens ici parlent espagnol, donc l'italien, malgré l'immigration importante qui a eu lieu, disons, il n'y a personne qui parle vraiment l'italien nulle part, là, à part des gens qui, comme par exemple, hier, on rencontrait un économiste qui d'une fondation justement un peu libérale à la Milton Friedman et tout ça, qui nous parlait des phénomènes liés justement à la corruption, à l'étatisme et justement les banques centrales qui impriment de l'argent et tout ça. Il nous a vraiment très bien expliqué tout ça, mais lui, il avait fait ses études économiques à Naples, donc en Italie. Donc, on voit qu'il y a un pôle là, les gens se sentent attirés par là. On peut penser aussi par même le pape François. Peut-être que ça crée un lien plus spécial encore, parce que pendant 13 ans, le pape était l'ancien archevêque de Buenos Aires, qui a fait parler beaucoup de lui. On a visité même la cathédrale. Et donc, moi, c'est vraiment ça, le lien entre même l'architecture. On peut penser de la manière que certains bâtiments. Donc, il y a vraiment, mais en même temps, c'est très éclectique parce qu'on voit que l'Europe, mais j'ai vu aussi des relents, par exemple, victoriens. Hier, on est passé devant une station de train ou une ancienne station de train avec des ponts victoriens, des bâtiments un peu, c'est ça, qui ressemblaient, par exemple, on est passé devant un musée qui ressemblait parfaitement presque au palais d'Albert, le palais Albert Palace, qui est un musée à Londres. Donc, on voit qu'il y a une influence qui se voit un peu partout, à différents niveaux. Mais c'est sûr qu'on voit aussi ce qu'on a déjà vu, on projette. Donc, c'est ça qui attire l'attention. Mais en même temps, moi, j'imagine qu'il y a d'autres influences qui sont... Mais c'est vraiment une très belle ville qui dans son centre, et son centre...
Je suis surpris aussi de la grandeur. C'est-à-dire que c'est pas un petit centre-ville, un peu même comme Montréal ou tout ça, où il y a des bâtiments au centre et vraiment, on n'a rien pendant des kilomètres après. Ça devient très plat et résidentiel. Non, on part du centre, le Congrès, par exemple, et ça finit plus. Là. On peut marcher des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres sans jamais voir. Et là, il y a des gros bâtiments... qui se voit. On peut voir aussi justement l'Italie aussi là, à ce niveau-là. Là, les grands bâtiments ressemblent les grands monuments ressemblent beaucoup à des monuments de type mussolinien, là, avec l'espèce de caractère, disons, un peu brutaliste là, même. Pas le brutalisme au sens strict, là, mais très fort, un peu communiste même, un peu socialiste, on pourrait dire. Donc, on voit un peu toutes ces influences. Puis, c'est intéressant d'essayer de voir aussi comment les gens se placent sur le point de vue politique, parce que j'ai eu l'occasion justement de me promener. Tout le monde a son opinion sur Milei. Tout le monde est très politisé. Il y a des postes de télé où est-ce que c'est du commentariat, un peu comme en France, là, à longueur de journée. Justement, c'est comme ça que Milei, je crois, s'est fait connaître par les médias comme en tant qu'économiste un peu spectaculaire. Donc, on voit que c'est une culture très, très politisée. Même hier, il y avait une manifestation contre les réformes de Milei, qui étaient surtout menée par des syndicats et des gens, disons, on pourrait en penser aux plus basses classes sociales, là, qui est des gens assez pauvres. Et même, on pourrait penser aussi aux gens qui souffrent le plus au sens, c'est dans les services, parce qu'il y a des questions d'éducation et de soins de santé où est-ce qu'il y a eu des coupures, là aussi. Donc, c'est toujours difficile aussi de voir s'il n'y a pas de récupération politique un peu derrière. Bon, c'est normal que ça se passe comme ça. Donc, non, c'est assez intéressant de voir l'Argentine. Aujourd'hui. Puis dans ce documentaire-là, ce que je remarque aussi, c'est qu'on va pouvoir manifester un peu comment se sentent un peu tous les gens par rapport à la pauvreté. Donc, si on est arrivé à un phénomène comme Milei, c'est que les gens, où est-ce que là, c'était la chainsaw, là, c'est ce massacre étatique à la tronçonneuse. Là. Donc, si on en arrive là, c'est que les gens ont souffert beaucoup. Donc, aussi par rapport aux billets de banque. Les billets de banque ici, c'est à peu près, on pourrait dire, 10 000 pesos argentins équivaut à peu près 10 à 11 $. Donc, on voit comment l'inflation, c'est-à-dire c'est une dilution. On peut arriver à un moment où est-ce que la dilution de la valeur du dollar ou du peso est tellement diluée qu'on arrive à 10 000 fois ce que ça pourrait valoir. Donc imaginez vous, Canadiens ou Français, avoir des billets de banque avec des 10 000, mais avec le 10 000, vous n'achetez pas... Vous n'achetez pas une voiture, là. Vous achetez pas quoi avec 10 000, avec 4 billets de 10 000, vous n'achetez pas une voiture. Vous achetez, vous payez un repas là, avec 40 000 pesos. Donc, imaginez vos économies si la valeur de ce que vous pouviez acheter avec vous aviez 60 000 $ ou 100 000 $ d'économie. Imaginez en 20 ans avec cet argent-là, ne pouvoir que vous payer un repas. Donc, on peut imaginer, c'est un peu extrême, mais c'est ça l'hyperinflation, parce qu'il y a comme deux séquences hier. On a eu l'économiste qui nous expliquait ça, c'est que c'est une question de confiance. Les gens perdent confiance en la valeur. Donc, d'abord, il y a une perte de confiance des institutions, des investissements internationaux. Par rapport à la valeur de l'argent. Donc, les gens ne veulent plus investir dans votre pays parce qu'ils ne font pas confiance à l'unité de mesure de la valeur. Et lorsque ça arrive, ben vous arrivez à un deuxième moment où est-ce que c'est les gens de la population elle-même du lieu qui perdent confiance en la valeur de l'argent, d'où une hyperinflation, c'est-à-dire une perte de confiance en ça. Et finalement, ben, les gens, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils commencent à transiger dans leurs opérations quotidiennes de valeurs étrangères par rapport par exemple, le dollar US et tout ça. Donc, comment vivre à travers ça? Mais en même temps, on voit que, je ne sais pas si c'est l'éloignement de l'Argentine qui a créé ça, mais je vois pas
les gens ont quand même bien survécu, entre guillemets. C'est-à-dire que dans la rue, ça a l'air à bien aller. On sent qu'il y a eu... mais les bâtiments se sont pas écroulés. Et la vie a comme continué. Donc, j'imagine qu'il y avait quand même une économie ou des modes de survivance à l'interne au niveau de l'Argentine elle-même qui a permis de maintenir un certain niveau de vie. Donc, peut-être que c'est l'éloignement qui a créé une espèce une autosuffisance alimentaire, autosuffisance à ce niveau-là, qui a fait en sorte qu'ils s'en sont sortis, entre guillemets, très bien. Mais c'est sûr que dans une économie globalisée, ben, si tu n'entres pas sur le marché, ben, en même temps, tu ne peux pas avoir beaucoup de croissance, donc une certaine stagnance. Donc, je n'irais pas comparer ça, par exemple, à... je sais, j'ai pas vraiment eu l'expérience, mais je vois pas comme... c'est pas la Chine communiste de Mao où les gens ont eu de la famine puis les gens sont morts par milliers, là. On n'a pas atteint ça, mais... donc, en ce sens-là, ils s'en sont bien sortis. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de pauvreté et ça a comme créé de la stagnation au niveau de l'économie, de la vie en général. Donc, je pense que c'est pour ça que ça permet pour nous, Canadiens, c'est plus comparable pour nous que par rapport justement aux famines de Pol Pot. Donc, c'est parce que ça, c'est les exemples les plus on pourrait dire, dramatiques de l'implantation du communisme et du socialisme dégénéré. L'Argentine, c'est pas aller jusque-là avec le péronisme, mais on voit comment on pourrait dire... Donc, puisqu'ils ne sont pas allés aussi loin, ils sont comparables par rapport à nous. Donc, moi, c'est une des choses que j'espère que le documentaire va pouvoir montrer, comment on n'est pas à l'abri au Canada de ce genre d'épisode-là. Et justement, profiter de l'expérience des Argentins va pouvoir permettre aux Québécois, disons, qui sont plus, disons, sceptiques par rapport à l'économie ou, on pourrait dire, lucides même, de peut-être se préparer ou d'empêcher que le pire arrive. Donc, c'est un peu là-dessus, mais parle-nous un peu, toi... Jérôme Blanchet-Gravel, tu es le rédacteur en chef de Libre Média, mais en même temps, tu es un intervenant sur la scène politico-médiatique en Amérique latine. Tu participes à plusieurs médias et c'est ce que tu as pu faire hier. Parle-nous un peu de ton expérience. Tu es passé en entrevue à Infobae. Parle-nous un peu qu'est-ce que c'est que ce média Infobae et un peu de ton expérience d'entrevue qui a duré presque 50 minutes là, hier. Donc, c'est une grande conversation que tu as pu avoir. Quel genre de thème tu peux aborder? Présente-nous la journaliste et tout ça. Oui, bien, Infobae, c'est un très grand média. C'est un des médias les plus lus en langue espagnole dans le monde. Et effectivement, j'ai donné une entrevue à Mme Claudia Perro, qui va également apparaître dans le documentaire parce que c'est une très bonne journaliste argentine, réputée, etc., qui a gagné des prix de journalisme. Donc, je me spécialise un peu dans le déclin. Les gens le savent, le déclin du Canada et du Québec. Des fois, c'est drôle parce que quand je parle du Québec, ça passe très mal. Et quand je parle du Canada, ça passe mieux, enfin, auprès des nationalistes. Hein, c'est un peu bébé, finalement. C'est-à-dire que quand je dis que le Québec est en déclin, là, je fais du Québec bashing. Si je dis que le Canada est en déclin, ben là, c'est plus acceptable. Donc, on voit qu'il y a quand même un tabou autour du Québec, là. Donc, écoute, une grande entrevue. On a parlé quand même pas mal de l'euthanasie aussi, hein, qui inquiète beaucoup les Latino-Américains parce que, bon, ils voient ça comme une dérive morale. Donc, parler du Canada, en fait, son déclin, bien, c'est rattaché au déclin de l'Occident parce que le Canada est une caricature, finalement, du déclin occidental. Donc, ça nous permet d'aborder, évidemment, le wokisme, etc. Donc, on a parlé d'immigration massive aussi au Canada. Je pense que le Canada est un laboratoire vraiment fascinant. Du wokisme, des expériences progressistes, de l'ingénierie sociale, donc immigration massive, euthanasie, culture de l'avortement, mais au sens où ce n'est plus seulement une pratique mais rare, mais presque une culture. Donc un recours excessif finalement
à l'avortement. Bon, parce que ce sont des thèmes qui eux, abordent là, régulièrement. C'est-à-dire encore une droite qu'on pourrait appeler religieuse ici. Donc, ils n'ont pas peur du tout d'aborder ces questions-là. Enfin, ils ont moins peur que nous parce qu'il est quand même politiquement correct. Donc, parler du Canada, en Argentine ou ailleurs... j'en ai parlé aussi en République dominicaine récemment. Ça permet pour eux un peu d'anticiper, c'est-à-dire ce qui pourrait leur arriver s'ils empruntaient le même chemin, s'ils adoptaient les mêmes idées dites progressistes. Donc, c'est un peu comme leur raconter leur avenir, un peu dramatique. C'est ça. S'ils essaient d'imiter ce qu'ils appellent en espagnol le premier monde, hein, c'est une expression qui a mal vieilli. Donc, en espagnol, on dit toujours ça, el primer mundo. Donc, comment le premier monde peut-il être aussi décadent? Ça les fascine. Donc, je suis un peu un ambassadeur du déclin canadien, finalement, à l'international. C'est pas la première entrevue que je donne sur ce thème-là. Bon, il y en a une qui va sortir aussi à Omerta, là, à Paris, que je donnais récemment. Donc, deux grandes entrevues, finalement, sur ce thème-là. Donc, c'est ça. Le Canada et le Québec sont malheureusement une caricature du déclin de l'Occident. C'est aussi le point de Fred Têtu, justement. Là, on peut faire le lien dont on parlait tout à l'heure. Donc, le chroniqueur Frédéric Têtu qui pense la même chose, finalement. Mais ça, tu vois, c'est encore tabou. Là. J'ai seulement publié une photo hier de mon passage, justement, en entrevue. Et j'ai dit, j'étais dans les studios d'Infobaye pour donner cette entrevue-là. Et là, toute une série de réactions très, très négatives. Comment peut-il parler du déclin du Canada en Argentine, qui est un pays qui est encore plus décliné? Premièrement, je parle du déclin du Canada où je veux. Je n'ai pas à m'excuser, je n'ai pas à justifier. Les Argentins ont le droit de s'intéresser au déclin des sociétés dites riches. C'est encore une fois celle du premier monde. Donc, le premier monde n'est plus le premier monde sur le plan moral. Il y a une décadence culturelle, il y a une décadence morale. Et il faut l'aborder. Et je pense que, pour revenir à Milei, je pense qu'on aurait besoin au Canada d'un genre de Milei, peut-être un peu moins fou, entre guillemets. Mais il faut faire le ménage dans l'État. Donc, c'est un laboratoire. L'Argentine est un laboratoire politique fascinant. Il faut rendre compte de cette expérience-là. Comme je l'ai fait aussi au Salvador récemment. Ce sont des endroits dont on peut tirer une leçon, finalement. C'est ça. Quelles sont justement les leçons qu'on peut tirer de cette expérience-là. Et pour l'instant, elle est assez positive, finalement, l'expérience Milei, le phénomène Milei. Très concrètement, les gens nous disent qu'il y a déjà des résultats économiques déjà palpables, très concrets. Donc, on sent un appui, finalement, c'est ça qui me frappe aussi. Spontanément, on rencontre des gens qui disent, oui, il est fou, mais ça prenait ça parce que l'Argentine, en fait, elle vivait un peu sous la tutelle d'une aristocratie, c'est-à-dire les députés, c'est-à-dire cette connivence. La corruption revient effectivement souvent. Donc, il fallait désacraliser le système pour faire tomber les acteurs du pouvoir de leur piédestal. C'est-à-dire, Milei était le personnage qui pouvait faire ça, il est nécessaire. Donc, Milei, par son espèce d'effectivement de style complètement éclectique, a désacralisé finalement la fonction, a désacralisé le pouvoir même pour permettre de briser le tabou et d'engager quelque chose, une conversation sur la nature du pouvoir et qu'est-ce que ça veut dire ici. Donc, c'est quand même... il y a un appui populaire assez marqué, je dirais. Et encore une fois, ça vient pas seulement d'une élite économique. Au contraire, ça vient assez de la base. Et c'est ça, de gens ordinaires qui spontanément disent oui. C'est ça, encore une fois. Tout le monde reconnaît qu'il est un peu fou. Là, ça revient assez souvent. Donc, oui, il est fou, mais on en a besoin. C'est ce qui revient constamment. Le contexte exige un brin de folie pour pouvoir faire le ménage.
Et dans la deuxième partie de ce balado, nous sommes toujours à Buenos Aires pour constater la révolution Milei. On a bien parlé un peu de tout ce qui s'en vient, de tout ce qui s'est passé depuis notre arrivée ici, comment l'Argentine est un modèle, disons, pour le meilleur et pour le pire, pour nous-mêmes, Québécois, Canadiens. Mais on va revenir, si tu le permets, quelques instants sur l'actualité québécoise dans un article publié sur Libre-Média ou libre-média.com intitulé « Au Québec, les élèves issus de l'immigration bientôt majoritaires ». Dans cet article publié sous la plume de Xavier Bélanger-Costa, les écoles du Québec accueillent désormais bien plus d'élèves issus de l'immigration qu'auparavant et la tendance s'accélère selon une étude. Oui, bien, c'est une étude du commissaire à la langue française, donc très sérieuse, publiée le 10 novembre dernier, qui révèle effectivement un changement dont on se doutait. Donc, finalement, pour le dire très simplement, Francis, il y a de moins en moins de Québécois souches. Pour le dire très, très simplement, on s'est un peu employé à Libre-Média à défaire un peu tous les euphémismes bureaucratiques et technocratiques qu'il y avait dans ce rapport, mais qui est très bon, mais c'est ça, qui emploie, comme bien souvent dans les milieux gouvernementaux, disons, un vocabulaire très, très, très aseptisé. Donc, pour le dire, c'est ça, simplement, les jeunes Québécois souches sont de moins en moins nombreux dans les écoles. Forcément, les jeunes vont à l'école, hein, on espère. Et donc, les Québécois de souche, qui sont encore Québécois souches, ont de moins en moins de probabilité, finalement, de rencontrer... Enfin, non, c'est le contraire. Les immigrants ont de moins en moins de probabilité d'être en contact avec le noyau historique du Québec. Donc, un changement, un basculement, en fait, démographique qui s'accompagne d'une anglicisation aussi rapide, surtout à Montréal. Encore une fois, ce ne sont pas des nouvelles, dans le sens où on s'en doutait, mais c'est maintenant très bien documenté et la tendance est appelée à s'accélérer. Québec suit désormais une courbe comparable à celle de Montréal. Donc, pour ceux qui s'imaginent encore que Québec est une ville homogène dominée par les radios-poubelles d'extrême droite, pas très exactement. C'est une ville de plus en plus diversifiée. Après, les gens le savent, moi, je ne suis pas pour l'immigration zéro. Je pense que c'est impossible dans le contexte actuellement de vieillissement au Québec. Je pense qu'on a besoin d'un certain renouvellement. Mais je pense que c'est trop. C'est-à-dire les niveaux d'immigration sont trop élevés. La CAQ nous avait promis des choses qu'elle n'a pas réalisées. Le fédéral va continuer à utiliser l'immigration pour noyer, je pense, le noyau historique francophone. Ce n'est pas une théorie du complot. D'ailleurs, c'est parce que ça fait longtemps que cette théorie circule là. Et c'est drôle parce que ça, on n'a jamais taxé ça de complotisme, de dire que le fédéral utilisait l'immigration, alors que, même M. Bocoté a rappelé ça récemment, à tout le monde en parle, que la fameuse formule de René Lévesque, il y a 2 ministères de l'immigration, un pour compter les immigrants, l'autre pour enregistrer la noyade. En tout cas, une sorte de... Celui du Québec, c'est pour enregistrer la noyade, et celui du fédéral, c'est pour seulement augmenter sans cesse les seuils. Donc, une étude dont on rend compte sur le site et qui vaut la peine d'être consultée pour prendre la pleine mesure de ce qui est en train de se dérouler finalement sous nos yeux. Dans une sorte d'indifférence aussi, il y a encore quelques médias critiques de l'immigration, je pense au Journal de Montréal, qui est plus identitaire finalement sur cette question-là. C'est un journal qui se wokise, mais qui garde certaines aptitudes. Et ça va très vite. Je pense qu'il faut avoir une discussion là-dessus. J'ai abordé un peu le thème à la fin de conférence qui est disponible en passant pour les abonnés de Libre-Média. La première partie est sur YouTube. La deuxième aussi sur YouTube, mais réservée aux abonnés. Donc, il faut aborder la question de l'immigration. Il faut se demander d'abord, est-ce que c'est consenti? Moi, j'ai pas l'impression que c'est consenti tant que ça. C'est-à-dire, le grand... est-ce qu'on a posé la question aux gens, aux Québécois? Est-ce que vous êtes intéressés à ce que dans 20-30 ans, votre quartier soit, par exemple, africain? Puis là,
Les gens vont dire, mon Dieu, c'est xénophobe. Non, moi, j'adore les Africains, en particulier les Africains chrétiens. Je l'ai encore dit hier, je pense, en entrevue, justement à Buenos Aires. C'est-à-dire, j'ai aucun problème, moi, avec la diversité comme telle. Avec l'islamisme, c'est plus problématique. S'il n'y avait pas cette variable-là, ce serait donc facile, hein, finalement, d'accueillir les gens. C'est l'islamisme, hein, la version radicale de l'islam, rappelons-le, qui n'est pas compatible avec la démocratie libérale, qui n'est pas soluble dans la démocratie libérale. Donc, il faut avoir cette discussion-là et il ne faut pas avoir peur, c'est ça, d'être traité de raciste, etc. Moi, ça m'amuse beaucoup parce que ma propre fille, en fait, est comptabilisée parmi les statistiques là, d'immigration. Là. Donc, je pense pas que je suis particulièrement hostile à la diversité dans ma vie personnelle et dans ma vie intellectuelle. Mais toi, Francis, tu le vois à Montréal aussi, il y a une transformation. Bon, ça fait longtemps à Montréal que ça a entamé, mais est-ce qu'on a demandé aux gens, finalement, est-ce que vous voulez des taux d'immigration aussi élevés? Je pense que ça n'a jamais été vraiment demandé. Là. Il n'y a pas eu de conversation démocratique là-dessus. Là. Ben, moi, je sais pas comment c'était avant, parce que ça fait à peu près une dizaine d'années que j'habite à Montréal, puis ça fait partie du quotidien, là, mais c'est ça, c'est toute la question du vivre ensemble. Là. Il faut quand même, une fois que c'est fait, moi, je crois pas qu'une remigration, là, certains parlent de ça, soit possible. Donc, à un moment donné, il faut il faut accepter les faits et essayer de vivre ensemble. Là. Mais le vivre ensemble, ça se fait à deux. On est en Argentine, on danse le tango à deux. Donc, il y a une question d'ouverture à celui qui arrive, parce que celui qui arrive avec ce qu'il est, avec un patrimoine culturel, qui fait partie des forces de l'humanité et tout ça. Et donc, mais en même temps, il doit, lui, lorsqu'il fait la demande, parce qu'il n'y a personne qui est allé chercher de force, là, lui, quand il arrive, il doit s'intégrer dans la société afin d'y participer. Donc, on n'est pas dans une optique où est-ce qu'il faut absolument que la culture, disons, de toujours s'efface. Donc, c'est comment trouver cet équilibre-là. C'est ça qui est la nécessité du débat démocratique. Mais en même temps, je pense que les questions des taux d'immigration est-ce qu'ils sont disons, instrumentalisés par les gouvernements, le fédéral, afin d'empêcher les sécessionnistes québécois de mettre disons, porter à fin leur projet? Peut-être, mais je pense pas que cette dynamique-là peut se réduire à la simple volonté machiavélique du fédéral. Je pense qu'il y a quelque chose de plus profond au sens où je pense simplement que c'est l'État-providence qui a besoin de, entre guillemets, chair à canon afin de remplir et de construire et de continuer sa croissance. Donc, on est vraiment plus dans une optique où l'État veut, disons, contrôler de plus en plus de paliers de la société. Et pour ça, il y a besoin d'une croissance économique, démographique et tout ça. Donc, par exemple, le marché immobilier, pendant des années, à Vancouver, à Toronto, dans d'autres grandes villes, a été propulsé par du nouvel argent, entre guillemets, c'est-à-dire de l'argent qui venait d'autres pays et qui finançait la construction de condos. On le sait, par exemple, la Chine communiste voit d'un très mauvais œil, disons, l'économie officielle voit d'un très mauvais œil la propriété privée. On pourrait dire l'économie officieuse la tolère, mais ça fait en sorte que vos avoirs personnels sont toujours tributaires d'un pouvoir arbitraire. Donc, finalement, les amis du parti, puis des fois, vous pouvez être un communiste convaincu disons, fanatisé, avec aucune critique, mais quand même avoir un conflit de personnalité avec quelqu'un de plus haut gradé que vous et tout perdre, finalement. Donc, parce qu'on le sait, c'est ça, la corruption et l'arbitraire. Donc, voilà pourquoi énormément de capitaux sont sortis de ces pays, des pays comme la Chine, pour pouvoir être investis d'une manière, entre guillemets, sécuritaire, à l'abri des pouvoirs du Parti communiste chinois et autres, disons, au Canada. Donc, ça, c'est une des raisons. On peut penser aussi... c'est sûr que... Donc, ça, c'est l'optique, disons, plus sur le long terme. Là, je pense qu'on est là-dedans depuis au moins 20-25 ans. Maintenant, à court terme, il y a quand même eu
dans les années récentes, disons, après la COVID, une explosion de l'immigration, une explosion de l'immigration, disons, légale, illégale et même de la fraude, là, parce qu'on l'a vu, les permis d'étudiants étaient utilisés en quantité industrielle pour la fraude. Donc, cette fraude-là, entre guillemets, a été mis sur pause par le gouvernement Carney parce que justement, il s'est rendu compte, mais il y a quand même eu ça qui s'est passé. Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce que c'était... C'est difficile à... Mais de toute façon, moi, je suis pas dans le jugement au sens où j'essaie de trouver l'intention des gens. Moi, je regarde plutôt la politique et quels sont ses effets bénéfiques et pervers. Mais à partir d'une situation donnée, même si on peut voir que les intentions étaient malicieuses, il faut quand même traiter le problème tel qu'il est aujourd'hui et trouver des solutions telles qu'il est aujourd'hui. Et je pense que c'est pas du mur à mur. Il faut vraiment essayer de voir quels sont les effets négatifs, par exemple, sur le marché de l'emploi. Quels sont les effets de cette immigration massive-là? Quels sont les effets négatifs au niveau culturel? Quels sont les effets négatifs? Donc, et essayer de trouver des solutions à chacun de ces niveaux-là. Mais il faut quand même réduire, disons, sur le court et moyen terme, il faut quand même réduire beaucoup l'immigration parce qu'on a eu affaire à une augmentation faramineuse. Et maintenant, sur le plan culturel, puisque c'est ça qui fait, disons, qui fait jaser, puis c'est un peu ce sur quoi les Québécois sont... disons, c'est un des éléments, parce que l'économie, c'est l'économie, bon, puis ils font pas nécessairement disons, la relation de cause à effet entre l'immigration massive et, on pourrait dire, l'inflation. L'inflation immobilière, c'est un peu plus... même si c'est multicause, c'est une des causes principales. On peut penser que c'est au niveau culturel où est-ce que là, il y a une relation de cause à effet, parce que bon, vous vous promenez à Montréal, puis là, les gens... disons, les étudiants ça parle anglais de plus en plus et tout ça. Donc là, il y a quand même quelque chose qui se passe à ce niveau-là au Québec. Comment arriver à bien vivre ensemble lorsque vous avez justement une grande population d'immigrantes aujourd'hui qui refusent de s'intégrer à la culture québécoise parce qu'elle apparaît sous ses plus mauvais jours, et il y en a, et c'est ce qu'on fait à Libre Média. Comment essayer de présenter... Moi, je pense que la formule gagnante serait plutôt de présenter les aspects positifs de la culture québécoise, puis mais en la vivant, c'est-à-dire pas par des subventions inorganiques où est-ce que ça sonne faux, finalement. C'est comment revivre la culture québécoise dans l'aujourd'hui, mais d'une manière féconde et attrayante. Donc, ça, c'est comment y arriver? Ben, ça, c'est par les artistes, mais qui sont ces artistes? Donc, il faut recréer une, entre guillemets, scène culturelle sans subvention, c'est-à-dire sans aide, parce que c'est là que le génie apparaît. Comment y arriver? Ben ça, c'est une grande question. Nous, on le fait au niveau de l'information à Libre Média parce que, bon, tu l'as mentionné, c'est une dynamique assez intéressante. C'est-à-dire que, d'un côté, nous, on regarde ce qui s'est passé ici au niveau économique pour dire wow, attention, ça peut nous arriver, nous ne sommes pas à l'abri. En imprimant de l'argent, vous allez créer de l'inflation, et si vous n'arrêtez pas de faire ça, il faut créer de la véritable richesse. C'est de là que vient la véritable valeur. Si vous ne créez pas de richesse, vous jouez une pièce de théâtre économique, et ça mène à des souffrances, puis à la paupérisation de la population et tout ça. Donc ça, on arrive ici, on se projette dans le futur et pour pouvoir justement essayer d'éviter cette situation, de vivre nous-mêmes la situation qu'ils ont vécue. Et d'un autre côté, ben, tu l'as mentionné, quand tu viens ici, ben, on te reçoit dans des médias parce qu'eux-mêmes voient où est-ce qu'on en est dans d'autres sphères. Sphère morale, sphère familiale, tu as mentionné l'euthanasie et tout ça. Et eux aussi, en se comparant, essaient d'en apprendre sur comment ne pas y arriver à un tel... Donc, c'est vraiment, disons, dans les deux sens. C'est pas à sens unique, c'est chacun peut s'inspirer de ce que l'autre société a vécu afin d'apprendre, justement, qu'est-ce qui peut fonctionner. Donc, c'est pas à sens unique, et je pense que c'est une de nos lignes directrices à Libre Média, essayer de voir ce qui s'est passé ailleurs afin de nous, Québécois ou Canadiens de langue française, parce qu'on est publié en français,
comment on peut justement s'inspirer pour arriver à vivre une bonne société. Mais justement, par rapport à la culture, on voit ici, comme tu l'as dit au début de l'émission, en Argentine, c'est très dynamique. Il y a une jeunesse, ça se promène, ça va dans les rues, il y a des gangs. Hier, on se promenait, il y avait une manif à gauche. Après ça, il y avait d'autres qui avaient fait une espèce de course de jet de peinture à droite. Il y a de la musique, il y a toutes sortes de... Bon, les gens... Ça bouge, là. Donc, on voit qu'il y a une culture. Comment recréer ça, selon toi, cette vie bouillonnante au Québec au mois de novembre, quand il pleut puis il fait froid? Grande question. Bonne question. Ben écoute, dans un livre que j'ai publié avec le professeur Claude Simard récemment, on essaie justement de donner des solutions, 12 propositions pour un Québec vivant. Ça passe par un changement de mentalité. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de solution miracle, finalement. Moi, je crois peu, finalement, aux incitatifs économiques. Malgré tout, je suis évidemment pour un accès à la propriété là, plus aisé, plus facile. Mais, par exemple, je ne crois pas, moi, contrairement aux intervenants qu'on avait durant notre conférence sur la fin du modèle québécois, point d'interrogation, je ne crois pas que par exemple, si on augmentait les allocations familiales, si on les doublait, je ne pense pas que ça va doubler la natalité. C'est ça le défi. C'est-à-dire, le Québec, pour avoir un renouvellement de la société civile, il faut que les mentalités changent. Et comment faire ça sans passer par l'État, parce que c'est un instrument stérile, finalement, à ce niveau-là. Je ne sais pas exactement. Dans le livre, on essaie d'y répondre, mais on le dit d'entrée de jeu, dans l'introduction. Ça passe par un changement de mentalité. Ce changement-là est culturel, finalement. Et ça, c'est vraiment pas simple. Pour revenir sur l'immigration, Francis, le problème aussi au Canada, il faut le rappeler, c'est important, il y a le multiculturalisme, qui est une doctrine d'État, pratiquement une religion d'État, rappelons-le. 1982, Pierre Trudeau rapatrie la Constitution et intègre quand même le multiculturalisme à la Constitution. Et on sait même Radio-Canada a comme mandat de promouvoir le multiculturalisme. Et c'est quoi le multiculturalisme? Ce n'est pas la diversité culturelle. La diversité culturelle, c'est un fait. C'est ce que vous pouvez observer en société. Le multiculturalisme, c'est une idéologie politique qui prône finalement la préservation à tout prix des cultures étrangères. C'est une survalorisation de l'étranger. Il y a une sorte aussi de haine de l'Occident à travers ça. Et contrairement à ce qu'on pense, le multiculturalisme ne mène pas vraiment au métissage. L'immigration, elle, qui est un phénomène factuel, elle mène de facto au métissage par la force des choses. Mais le multiculturalisme, tu as dit vivre ensemble tout à l'heure, le multiculturalisme, c'est plus un vivre séparé, c'est-à-dire un phénomène de ghettoisation. J'en ai parlé hier justement à l'entrevue que j'ai accordée à Claudia Perrault à Infobaye. C'est-à-dire le multiculturalisme, c'est une mosaïque et on tient finalement à ce que les gens évoluent dans des bulles culturelles séparées. Donc vous êtes musulman, essayez de le rester. Vous êtes chinois, essayez de le rester. Tout le monde est invité à conserver sa culture, sauf finalement les Canadiens et Québécois dits de souche, qui eux sont invités à supprimer finalement leur culture pour accueillir l'autre. Donc il y a une sorte d'orientalisme aussi, j'en parle dans la face cachée du multiculturalisme, le livre que j'ai publié en 2018, c'est-à-dire une sorte de fascination pour l'autre. Hein. L'autre est survalorisé, il est mythifié, et ça donne lieu finalement à toutes sortes de quétaineries. La garderie de ma fille est une bonne garderie, mais vous voyez, on a fait un jour du multiculturalisme, je pense que c'est demain. Là. Et là, par exemple, ma fille serait invitée à mettre une robe mexicaine et tu vois les bonhommes, comment... C'est complètement infantilisant, là. C'est-à-dire, le Mexique, ce n'est pas le poncho, et je pense qu'on met ça juste dans le nord du Mexique. Moi, j'ai jamais mis de poncho au Mexique, là, on s'entend dessus, là? Le sombrero. C'est ça, donc le grand sombrero, le poncho qu'on voit plus au Pérou, tu sais, c'est du n'importe quoi, là. Donc, le jour du multiculturalisme, c'est finalement de faire de nous des caricatures de culture. Mais en même temps, on se rappelle qu'il y avait eu comme un backlash parce que la caricature de ça, c'était Justin Trudeau, ou est-ce qu'il se déguisait, qui est mieux. Mais un jour, dans un voyage en Inde, il s'était habillé en habit traditionnel indien avec toute la famille et tout. Il avait mis tout ça, tout l'effort. Et les Indiens eux-mêmes l'ayant reçu, ils avaient dit, voyons, il nous prend pour... oui, c'est nos habits traditionnels, mais on met pas ça tous les jours. C'est vraiment quelque chose de tradition. On met ça dans des occasions spéciales. On s'habille plus comme ça, entre guillemets. Donc, il avait été insulté par cette, disons, folklorisation, une projection folklorique de la culture
culture de l'autre. Là. Bon. Et justement, donc ce backlash-là indien, peut-être qu'il avait mené à une certaine peut-être prise de conscience de ces excès-là du multiculturalisme. C'est-à-dire qu'il y a une infantilisation aussi, ou une réduction de la personnalité individuelle de la personne à un folklore, finalement. Donc, puis c'est ça, puis la folklorisation, d'une certaine façon, c'est peut-être une étape, moi je pense à voix haute, là, mais il me semble que ça apparaît comme une étape d'une culture qui est en train de mourir, parce qu'elle n'est plus vécue vivant. Lorsqu'on est une culture vivante, nos traditions, on les nomme pas traditions, on les nomme même pas, on les vit, point. C'est pas, je vais à la cabane à sucre, mais je dis pas c'est une tradition, je vais faire la tradition, je vais à la cabane à... Non, je vais à la cabane à sucre, c'est tout. j'ai pas, lorsqu'on conceptualise trop, c'est un signe de faiblesse culturelle, selon moi. Donc, cette folklorisation-là, peut-être que les Indiens, en disant « Hey, non, qu'est-ce que tu fais là? » Bien, c'était un refus de la folklorisation et donc de maintenir leur tradition vivante. Donc, comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, puis pour nous qui avons perdu notre patrimoine culturel parce on est venu après une génération qui a refusé de transmettre, comment est-ce qu'on peut redécouvrir nos traditions et les vivre d'une manière vivante sans justement tomber dans le folklore, selon toi? Bonne question, encore une fois, parce qu'il reste justement plus beaucoup de traditions au Québec. Il y avait Noël, mais on a vu ce qu'on en fait, le traitement réservé à Noël chaque année. Sur la pandémie, c'est un sommet. On a été contraints de fêter clandestinement Noël. On n'était pas en URSS, on était au Québec, imaginez-vous donc. Donc, faire rentrer vos parents par la porte d'en arrière pour venir fêter Noël, écoutez, là, ça s'est passé au Québec. Là, donc, arrêtez avec vos affaires de théorie conspirationniste. Donc, écoute, c'est pas simple, encore une fois, c'est les mentalités. Mais c'est vrai, la ceinture fléchée va-t-elle revenir sous un mode non folklorique? J'en doute. Mais il faudrait, en fait, dans une société où la culture sera encore vivante, dans une société encore vivante, on porterait peut-être encore même la ceinture fléchée. Bon, ça a l'air énorme ce que je dis, là, mais au Mexique, par exemple, les gens portent une chemise avec des fleurs, des motifs qui sont traditionnels, autochtones, avec un jean. La culture s'est maintenue à travers le temps. Puis ce n'est pas quétaine, ce n'est pas folklorique. Donc, dans un Québec véritablement vivant, on porterait peut-être encore la ceinture fléchée sans avoir honte et sans se trouver quétaine, etc. Mais écoute, comment faire? C'est aussi le faire de manière naturelle. Donc là, aujourd'hui, si moi, je décide de m'acheter une ceinture fléchée, je la porte, ça ne peut pas ne pas être on dirait un statement en anglais. Ça ne peut pas ne pas être une affirmation voulue. Dans le fond, je veux... Bon... mais comment y arriver? Mais est-ce qu'on doit passer par là peut-être d'une manière temporaire ou peut-être pour que ce soit pas un statement politique que de mettre la ceinture fléchée, il faudrait redécouvrir le carnaval, comment vivre le carnaval, mais peut-être aussi un retour aux racines. C'est une des solutions qui est entre guillemets traditionnelle pour faire revivre une culture, c'est justement retourner à l'origine et essayer quelles sont les raisons qui ont fait en sorte qu'on a abandonné la culture? C'est qu'elle s'est corrompue, entre guillemets, tranquillement. Elle a été peut-être un formalisme, elle s'est emprisonnée dans un formalisme. Donc, comment retrouver la culture vivante? C'est en retournant aux racines, en essayant de voir comment vivre ces racines-là aujourd'hui. Donc, par exemple, le Carnaval de Québec, on sait très bien que le Carnaval de Québec, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est payer 20$ pour une petite figurine qui vous donne accès à un parc où est-ce que là, vous allez pouvoir acheter du caribou à 60$ le verre, avec des petits jeux gonflables. Puis moi, je pense que il y a eu, par exemple, au Carnaval de Québec, le Carnaval a vécu son point de non-retour au moment où ils sont passés du château de neige au château de glace. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont mis à faire payer les choses. C'est devenu une entreprise beaucoup plus commerciale. Et justement, c'est là qu'on est entré dans le folklore par rapport à la tradition. Et je pense qu'il y aurait deux éléments par rapport à cet élément-là. Là. On cherche des trucs culturels à faire revivre organiquement avec ce qu'on a. On ne l'invente pas, c'est le Carnaval. Le Carnaval de Québec fait partie de ces grandes fête presque unique au monde, entre guillemets, vécue de cette manière-là. Bien, c'est quoi, en gros, le carnaval? Bien, c'est
c'est la période qui précède le carême, donc avec le mardi gras, qui est le jour avant le mercredi des cendres, où est-ce qu'on jeûne, entre guillemets, on mange beaucoup la journée avant le jeûne et tout ça. Donc, comment retrouver... là, c'est un exemple comme celui-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres traditions, disons, québécoises qui pourraient revivre, selon toi, et comment retrouver les sources? As-tu un exemple qui te vient en tête? Bien, ça passe évidemment par la mémoire, c'est-à-dire on ne sait pas notre histoire, premièrement, puis on n'a jamais été capable de la mettre en relation avec celle des Amériques. C'est-à-dire il y a plein de personnages historiques fascinants qu'on a oubliés, d'Iberville, plein d'aventuriers. Finalement, il faudrait mettre l'accent là-dessus, retrouver le sens de l'aventure. Il faut voir quels étaient les Québécois, les premiers, c'est des Français, forcément, qui ont parcouru le Nouveau Monde. Jacques Cartier et tout ça. Mais la question derrière ma question, c'était si on regarde l'ensemble de l'histoire du Québec, jusqu'au moment de la rupture historique et du refus de la transmission, l'élément central, entre guillemets, c'est la foi, la langue et la foi. Est-ce qu'on peut revivre, est-ce que c'est possible de faire revivre le Québec sans cet élément central qui est comme la foi religieuse, catholique, papiste, auraient dit les Anglais? Est-ce que c'est possible? Peut-être pas, effectivement. Mais c'est cette vision, vraiment, de ce qu'on a appelé la grande noirceur, hein, effectivement, si on reste dans le déni de notre catholicité, vous n'êtes pas obligé de croire en Dieu, mais il faut reconnaître qu'on est quand même catholique culturellement. Donc, c'est vrai que ce déni-là ne nous aide pas. Non, je pense qu'il faudrait revisiter l'histoire d'une manière moins péjorative là, par rapport à cette période-là. Puis aussi, l'État a beaucoup aseptisé la société. Donc, on le voit seulement, là, regardez le langage employé justement par l'État dans ses rapports, comment c'est aseptisant, c'est plein d'euphémismes. On dit plein de choses pour ne rien dire. Et ce régime de contrôle social a mené finalement à l'abandon des traditions. C'est-à-dire les gens s'en remettent constamment au gouvernement. Il n'y a plus de société civile. C'est l'État-providence. Donc, comme je le dis souvent, c'est un terme théologique. La providence, c'est un terme théologique chrétien. Il n'y a pas de théologie de providence dans l'islam ou surtout pas dans l'hindouisme où est-ce que là, vous revivez votre samsara, c'est-à-dire que si vous êtes pauvre, c'est parce que vous avez fait le mal dans votre vie, vous êtes antérieure, et donc vous aider, c'est vous empêcher de vivre et vous condamner à pire dans votre prochaine réincarnation. Donc, il n'y a pas de providence en hindouisme et tout ça. C'est vraiment un terme. Donc, pense à attribuer ce terme-là qui est divin, la providence, à l'appliquer à l'État. C'est quelque chose. Oui, c'est une erreur théologique, mais comment le voir comme une erreur même politique? Aujourd'hui, ou après 50 ans, lorsqu'on a justement, on est dans une période où est-ce qu'on est 50, c'est 50 ans d'efforts puis de concentration dans les mains de l'État, là, qui est comment changer ou inverser un peu cette tendance-là. C'est pas facile, mais on dirait qu'il y a un désir de la jeunesse là, vers la liberté. Puis peut-être pour terminer l'épisode, justement, Javier Milei, en arrivant, Viva la libertad, carajo, ça veut dire bordel, vive la liberté. Un peu, est-ce que ça doit passer par une espèce de ras-le-bol un peu politique, sachant que, au Québec, on dirait que tout part de haut. Est-ce que la solution pour faire revivre d'en bas, ce serait justement d'avoir une figure forte prônant la liberté? Je pense qu'au Québec, il va falloir frapper le mur. Il n'y aura pas de prise de conscience bien avant ça, malheureusement. Mais chose certaine, si on veut remettre de l'organique, ça prend moins d'étatique. Ça, c'est clair. C'est pas compris du tout. C'est pas assimilé du tout au Québec. Mais c'est ça. Où est-ce que l'État s'étend, la culture vivante a tendance à s'effacer devant ce monstre, hein, finalement, le Léviathan. Et c'est une leçon c'est ça, dont il faut tenir compte. Milei nous montre quand même comment régénérer quand même en quelque sorte une société civile. Je pense qu'il le fait quand même, peu importe ce que vous pensez, de son appui à Israël, etc. On le sent. Il y a un processus actuellement ici en Argentine de renouvellement de la société civile qui était étouffé
justement par le gouvernement et sa caste. Et c'est très, très intéressant. Et c'est ça, on continue, nous, à travailler. On a vraiment beaucoup d'entrevues encore devant nous. Et on est très heureux, c'est ça, de faire ce travail-là pour rendre compte et sortir des sentiers battus parce que, oui, ça a été effleuré, en fait, ça a été effleuré, le phénomène Milei, par les médias traditionnels, avec des formats aussi très, très courts. Hein. Radio-Canada a publié cette semaine un reportage sur l'Argentine de Milei. Encore une fois, c'est du 6-7 minutes. Ils sont contraints, hein, finalement. Les gens ont un appétit, ils veulent savoir, ils veulent des contenus longs, ils veulent prendre le temps de s'informer correctement. Et on est très heureux d'y contribuer à Libre Média. Oui, ça va être à suivre. Plusieurs articles qui s'en viennent sur libretradiomedia.com sur l'Argentine de Milei et un documentaire. Donc, on va commencer le montage à notre retour à Montréal et à Québec pour toi, mon cher Jérôme. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous pouvez également vous abonner au libretradiomedia.com pour la modique somme de 4 $ par mois, ce qui vous donne accès à tous nos contenus. Vous pouvez également nous suivre sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre sur l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Jérôme, bon week-end à toi en Argentine. On peut peut-être danser le tango avec une demoiselle. On ne le dira pas à ton épouse. Ce qui se passe en Argentine reste en Argentine. Non, je fais des blagues. Bon week-end à toi. Merci, à très bientôt. À bientôt, chers auditeurs. Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode montréalais et québécois du Libre Podcast.